Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de la femme dans le ministère, un sujet totalement passionnant avec Audrey. Bonjour Audrey. Salut les Bonjour amis. Audrey. Une Bonjour, femme dans chère le Audrey. ministère, une femme passionnante aussi d'ailleurs. Oh, Tout à fait. Et on a parlé du couple hier, la femme qui était dans le ministère et qui était mariée mais dont le mari n'était pas forcément dans le ministère. On va continuer aussi un peu dans le sujet aujourd'hui, on va parler du couple et puis aussi on va parler des femmes qui sont dans le ministère avec leur mari. Comment faire en sorte que le couple puisse se développer, que le ministère ne mange pas toute l'intimité et quelle place on va accorder au ministère, quelle place on accorde à l'intimité. Mais pour commencer, on va continuer sur le sujet qu'on a abordé hier. Tu partageais au début une espèce de frustration que tu avais de ne pas pouvoir partager certaines choses avec ton mari. Et puis ça, c'est un danger pour la femme qui est mariée, d'aller chercher une oreille, d'aller chercher un ami auprès d'un homme qui, lui, va comprendre le ministère. Et ça, c'est vraiment dangereux. Oui, oui. Parce que l'ennemi, il va toujours t'accommoder de mettre quelqu'un sur ton chemin qui a les mêmes affinités que toi. Et il y a deux choses à laquelle je crois que c'est important de discuter. La première chose, c'est que on pourrait avoir la tendance, parce qu'on est appelé dans le ministère, que notre mari ne l'est pas forcément, de séparer les choses et de ne pas l'inclure ou l'inviter dans le ministère. Et moi, j'ai découvert, parce que pendant, j'avais un peu les catégories, les boîtes, où c'était bon, le séculier avec mon mari, partager des choses avec son boulot, et moi, c'était mon ministère. Et je me suis aperçue, en fin de compte, que mon mari avait pas mal de choses qu'il pouvait apporter, qu'il utilise dans son métier, dans son travail, le relationnel, l'administration, beaucoup de sagesse. Et que tout d'un coup, je me suis aperçue que je me volais moi-même d'un trésor et des ressources magnifiques. Et je me rappelle, j'étais en Colombie et j'enseignais dans un collège biblique. Et à la fin, on est sortis, on avait rendez-vous avec un autre couple de pasteurs pour déjeuner. Et je me pressais pour aller avec eux. Et mon mari m'a dit non, Audrey, je crois que c'est important de rester, d'attendre un petit peu. Parce que les étudiants qui vont sortir, c'était la dernière séance, ils vont vouloir te dire au revoir. J'ai vu un côté tendre, un côté relationnel, un côté vraiment où lui, il voulait faire participer, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, une telle chaleur, et ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça tellement formidable. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux puiser dans cette ressource, dans les choses que lui, il a, les choses que moi, je vois pas automatiquement, parce qu'on peut, en fin de compte, s'isoler, mais de permettre à notre mari, même s'il n'est pas dans le ministère, de participer. Il voit des choses que nous ne voyons pas, il peut apporter des ressources, de la sagesse, de la connaissance qu'il a acquis, pas forcément dans le ministère, mais dans le monde de l'affaire, que nous, on peut bénéficier. Et la deuxième chose aussi que j'aimerais bien parler, qui est très important, c'est que c'est très facile, parce que si il y a des choses qu'on n'invite pas notre mari à participer à notre ministère et d'en faire partie, on va vouloir parler à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est très important en tant que femme, parce qu'on a des besoins émotionnels. Il y a des choses qu'on a à cœur. Le ministère, ça fait partie de notre vie, de notre identité. Et c'est des choses qu'on veut partager. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va se passer qu'on va lier, au lieu de partager ces choses avec notre mari, on va commencer à les partager avec d'autres personnes. Et moi, je dis, mon mari, ça doit être mon meilleur ami. Et si j'ai d'autres besoins relationnels, je dois avoir des amies filles, femmes. Et je ne permets pas, ou je ne me permets pas d'avoir des amitiés avec d'autres hommes. Même par exemple, on parlait dans une des autres émissions d'éviter l'apparence du mal. On doit, en tant que femme dans le ministère et en tant que dans le ministère, on doit avoir des limites. On doit se mettre des limites, on ne peut pas faire ça, ou on ne doit pas faire ça. Par exemple, j'ai eu plusieurs fois des hommes c'était des élèves et qui voulaient m'inviter à déjeuner, parce qu'ils avaient des questions. Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas. D'aller manger avec une autre personne du sexe opposé,
sans mon mari. C'est une truc que mon mari et moi, on s'est mis d'accord qu'on ne fait pas. Et je crois que c'est très important parce que ça peut commencer à l'inoffensive. C'est une amitié. Parce que des fois, les gens, ils me regardent, on me dit, mais on va pas rien faire. Oui, je sais, on va pas rien faire, mais tu peux ouvrir la porte seulement émotionnellement à lier une amitié qui peut aller plus loin si tu comprends ce que je veux dire. Et aussi, je crois que c'est bon, on se protège de ce côté-là. Et aussi, c'est une manière d'honorer mon mari. Moi, je vois, parce que mon mari, il serait pas à l'aise s'il savait que j'allais manger avec quelqu'un d'autre, un autre homme. Et que ton meilleur ami, c'était un autre homme qui est dans le ministère, puis qui comprend ce que tu vis, etc. Et c'est très dangereux parce que de ce moment-là, on ouvre une fissure, on ouvre une porte pour l'ennemi, si on est vulnérable, venir et faire des choses qui ne sont, qui sont pas bien, quoi. Tout à fait. Et on doit avoir ce genre de limite. Et pour protéger, je crois que... Non, parce que d'habitude, tout le monde se bat pour avoir la parole. Je pensais que tout le monde allait parler. Mais je crois qu'on doit... Il y a des choses dans... Parce que moi, je me rappelle même... on parle dans le ministère, même par exemple, un homme ou une femme, des fois quand on doit conseiller quelqu'un. Moi, je me rappelle, je parlais avec une dame dans le ministère, une femme de pasteur, et elle me disait, mais Audrey, mon mari, très souvent, il conseille les femmes... mais toute seule, et je lui dis, alors ça, non, moi je te conseille, je lui dis, je te conseille de parler avec ton mari, et de pas que si vous devez conseiller une femme, que vous le faites en couple. Ben, c'est quelque chose qu'on fait, que mon mari fait aussi, qui met en pratique, c'est que, puisqu'il est pasteur principal, il va rencontrer les femmes, soit avec moi ou avec... sa maman. Sa maman, oui, ou avec sa mère, si je ne suis pas disponible. Parce que justement, oui, c'est sûr, le pasteur, le sauveur du monde, ça peut Et surtout créer quand les toutes sortes femmes de ont choses. des choses super intimes à raconter. Ah oui. Et Et des fois, moi, je vois, par exemple, j'avais entendu Billy Graham. Les limites qu'il s'est mis, parce que bon, bien sûr, il a une échelle beaucoup plus élevée où il est exposé aux caméras, au public, aux médias et tout ça. Mais il a les limites. Il n'ira même pas, par exemple, avant qu'il rentre dans sa chambre d'hôtel, il a quelqu'un qui regarde tout. Pour être sûr qu'il n'y a pas de des fois, il y a des trucs qui peuvent. Et même que dans un ascenseur, il ne rentre jamais dans un ascenseur s'il voit qu'il y a une femme toute seule là et que lui il est tout seul. Il attend. Parce que là on parle du fait d'éviter une tentation éventuelle, mais il y a aussi juste d'éviter la calomnie, tout simplement, parce qu'on sait que la calomnie peut faire beaucoup plus de mal même qu'une erreur. Hein. Je crois qu'on l'a dit dans une émission précédente. Et on est entouré de gens malveillants, on n'est pas paranoïaque, mais c'est un fait, et particulièrement quand on est dans le ministère. On a connu des ministères qui ont été complètement brisés à cause d'une calomnie qui était infondée. Par définition, c'était une calomnie. Et ce genre de prudence, ça va permettre de préserver le ministère au moins des calomnies et encore mieux, à un deuxième stade, des tentations. Je pense qu'on avait parlé dans une autre émission. On était, je sais pas, on devait avoir 10 ans de mariage avec mon mari. On était allés chez des missionnaires qui auraient pu être nos parents. Et on était dans la même maison, il y avait la maman de madame, monsieur, madame, mon mari, moi, donc on n'était pas tout seul dans la maison, mais à un petit déjeuner, mon mari continuait à lire sa Bible, moi j'avais terminé mon temps de dévotion, donc je suis allée dans la cuisine et je commençais à me faire du thé, et lui il arrive, il a vu que j'étais là, il est reparti tout de suite. Puis après on a eu une explication, je dis mais quand même il a l'âge de mon père, puis il y a d'autres monde dans la maison, j'ai pas la gale quoi. J'étais comme sidérée, moi je viens pas d'un milieu chrétien, donc j'avais le motif pas derrière. compris pourquoi il avait fait ça, je m'étais dit je sais pas, ce qui s'est passé. Et ensuite on a eu une conversation, tout le monde, et puis il nous a expliqué que dès le début de leur ministère, sa femme et lui avaient décidé que jamais, quoi qu'il arrive, il ne se trouverait seul dans une pièce avec quelqu'un du sexe opposé, elle comme lui. Et ils s'étaient toujours tenus à cette règle. Et ils arrivaient à la fin de leur ministère. Et quel ministère? Parce que bon, je cite pas le nom, mais c'est des gens qui ont vraiment un très grand ministère. Et ils ont été préservés. Et l'ennemi n'a pas pu trouver la faille de ce côté-là, puisque dès le départ, il s'était fixé ça. Alors ça paraît un peu... je sais que des fois, j'en ai parlé à d'autres personnes dans le ministère qui ont trouvé que c'était excessif, que c'était quasiment paranoïaque. J'ai dit non, parce que c'est... on sait qu'on n'est pas entouré de bienveillance, forcément. Et déjà, le diable nous guette. Et je me souviens, une fois, j'étais à Montréal avec mon mari, puis on rentre dans une pâtisserie. Et puis là, il y avait une partie salon de thé, et là, on voit un collègue pasteur avec une femme. Puis on s'est regardé, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et là, il nous a vus, il s'est dépêché de s'expliquer. Non, mais c'est sa nouvelle secrétaire. Et puis bon, elle a des problèmes de couple, donc je la conseille. Puis on s'est regardé avec mon mari, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et comme de fait, quelques mois après, on a appris qu'il y avait eu des dérapages. Et puis il y a eu un divorce. Et en tout cas, une catastrophe. Donc, c'est dingue parce que ça commence inoffensif. Inoffensif. Moi, je me rappelle de la même chose d'un pasteur. La femme du pasteur, on lui avait presque poussé, elle devait faire une émission toute seule ou des trucs avec l'associé pasteur. Et le mari, il était tellement occupé tout le temps. Et elle s'est retrouvée au début, elle devait faire cette émission, on devait faire ce truc. Et qu'est-ce que ça a fait en fin de compte? Ça a lié une amitié. Parce qu'ils se retrouvaient à travailler toujours ensemble. Ce qui a commencé en fin de compte parce que c'était une nécessité de travail, mais il n'y avait pas de sagesse parce que ça a fini en fin de compte en désastre. Ils avaient, à force de travailler ensemble, d'être ensemble, ils ont lié une amitié et c'est de ça qu'on parle, de protéger le couple et de nous protéger nous-mêmes de quelque chose qui... Donc pour résumer, un des conseils que tu as donné, qui est vraiment excellent, c'est d'inclure notre mari dans le ministère, même si c'est pas lui, comme tu l'as dit dans l'émission précédente, c'est pas ton mari qui aura à répondre de ton ministère devant Dieu, donc c'est pas lui qui dirige le ministère, mais par contre, de ne pas l'exclure parce qu'il a des bonnes choses à donner, et puis en l'excluant, on crée comme une séparation dans notre vie, et ce qui fait qu'on peut s'ouvrir à d'autres conseils, on peut s'ouvrir à d'autres personnes et à d'autres relations qui vont venir combler, et en fait c'est un besoin qui peut être comblé par notre mari, même s'il n'est pas dans le ministère. Et je pense que c'est un peu la petite nuance qui manquait à beaucoup de femmes. Mon mari peut être inclus dans le ministère, même si c'est pas lui qui dirige le ministère, parce qu'on passe quelquefois d'un extrême à l'autre. Et en l'incluant, il est présent, il peut répondre, même s'il y a un petit coup de blues, il peut être cette épaule-là sur qui on va s'épancher, même s'il n'a pas toutes les réponses, mais ça va être notre mari, notre écoute et notre ami. Et ça, c'est important qu'il puisse garder cette place-là, ministère ou pas ministère. Et on doit garder la priorité. Exactement. On doit avoir les bonnes priorités, c'est-à-dire que notre époux, notre mari vient et les enfants, si on en a, et le ministère après, et garder ses priorités en ordre. Parce que très souvent, les femmes ou même les hommes, on voit, c'est dans le ministère en gros, où il y a un déséquilibre, où on met le ministère avant et la famille et le reste c'est secondaire. Et là, il y a un problème. Et ça arrive encore plus facilement, je dirais, si les deux sont dans le ministère. On a parlé de la femme qui était seule dans le ministère, mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans le ministère avec leur mari. Et donc là, c'est deux appels, quelquefois deux grandes visions, deux passions pour le Seigneur. Et puis, on a un peu de mal à trouver un équilibre. On se dit, la vision est tellement grande, comment on peut se reposer? Est-ce que c'est bien même de prendre du temps pour nous? C'est quoi? Et c'est super important. Comment fait-on dans ces cas-là? Il faut se mettre encore des limites et c'est des choses où, moi je vois, parce que le ministère peut commencer à tellement envahir que vous n'avez plus de vie hors du ministère. Et ça, je crois que c'est important de protéger le couple en prenant du temps ensemble. Des choses qu'on aime pas. Mon mari et moi, par exemple, des choses qu'on fait, c'est on trouve des choses à faire ensemble. Par exemple, couper du bois. On coupe du bois, voilà. Mais bon, il aime faire de la moto. On a trouvé des divertissements qu'on peut faire ensemble. Et on peut passer du temps de qualité ensemble. On aime faire des croisières ensemble, de faire de la plongée sous-marine ensemble. On coupe du bois ensemble. On fait de la moto ensemble. Parce que très souvent, le problème dans les couples, et ça, je crois que ça vient, c'est dans le couple en général, même pas seulement dans le ministère, mais bien sûr dans le ministère, parce que il y a tellement de demandes, tellement de gens, il y a le téléphone qui sonne, il y a un tel qui veut de conseils, il y a ceci. Bon, le ministère peut envahir ou tout d'un coup, la vie du couple disparaît. Et c'est là où le couple devient vulnérable, c'est là où l'ennemi trouve une faille. Et on doit protéger le couple, c'est-à-dire que pour nous, par exemple, là je suis sur le plateau, quand je rentre à la maison, on s'est parlé, on va se prendre un jour ensemble. Où on va faire tous les deux, lui il arrête le boulot, moi j'arrête le ministère, hop, on va faire passer une journée ensemble de détente, à faire quelque chose où on peut se parler, partager. Et ça c'est pas mal. Ouais, et il faut trouver des choses qu'on peut faire ensemble. Et où on s'interdit de parler du ministère. C'est ça, oui. Parce que souvent le problème c'est ça, c'est que les seules choses de conversation en couple, c'est le ministère. Donc on passe du temps ensemble, même on va au restaurant, on fait des choses et on va reparler du ministère, ça revient sur le tapis. Et au final c'est comme si en dehors du ministère, il n'y a plus de complicité
complicité, il n'y a plus de relation en dehors du ministère. C'est là que ça devient dangereux, c'est que s'autoriser des coupures, et quitte à même s'interdire certains sujets de discussion à un certain moment, pour se discipliner, parce que c'est notre vie en fin de compte. Donc on parle de ce qu'on vit, mais au final on s'oublie, on oublie le couple, on oublie l'intimité dans le couple. Au bout d'une vingtaine d'années de mariage, tu te rends compte que tu n'as plus rien à dire à l'autre, si ce n'est ce qui s'est passé à l'église. Parce que t'as pas ça vient vite, mais parce que tu n'as rien construit d'autre. C'est ça. Je crois que c'est pour ça qu'il faut être créatif de ce côté-là, il faut veiller à ça. Trouver des choses. Mais même juste trouver des loisirs, parce qu'à un moment donné, je pense que l'ampleur du ministère peut devenir tellement grand, l'ampleur du service dans l'Église ou de peu importe notre ministère, qu'on oublie qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie. Et ça fait que même en tant que couple, on peut avoir des difficultés à trouver même des activités à faire en commun, autres que justement parler du ministère. Et moi, je connaissais un couple, quand j'avais fait un stage missionnaire, il y avait un couple de pasteurs suisses, monsieur, madame. Ils avaient amené d'ailleurs leurs grands-enfants, grands ados. Et en fait, ils avaient un loisir, ils jouaient de la flûte. Vous savez, la flûte baroque. Pardon. Et alors, non mais c'était marrant parce qu'il y avait monsieur qui avait la ténor, madame qui avait la petite flûte soprano en bois, puis ils faisaient des duos, puis ils passaient des soirées entières à se faire des petits duos de flûte à bec. Et ils jouaient bien. J'ai proposé ça. On fait une soirée flûte à bec. J'avais trouvé ça épatant parce que pendant que tu souffles dans une flûte, tu parles pas de l'église. T'as la bouche occupée. Et c'était beau, ça les détendait. Ils s'amusaient quand ils faisaient des fausses notes. C'est comme, c'est doux pour l'âme. C'est doux pour l'âme. Et vraiment, ils s'éclataient à jouer leur flûte avec. Et j'ai dit, pourquoi pas. Le truc est intéressant aussi, je crois même dans le cadre, parce que moi, j'ai pas d'enfants, mais pour les couples dans le ministère qui ont des enfants, je crois que c'est aussi important de trouver des activités à faire en couple, pas simplement en famille, mais aussi d'avoir des moments. Parce que qu'est-ce qui se passe, on en parlait pendant notre déjeuner, quand les enfants s'en vont, après le couple, qu'est-ce qu'ils font? On se regarde comme des chiens avec. Si toute la vie est centrée autour du ministère ou des enfants, il n'y a plus d'identité en tant que couple. Et je crois que ça, il faut le protéger. Et toi, tout à l'heure, c'était hier, oui, tu disais que tu avais préparé toute une petite surprise pour Fred. Ça aussi, c'est important. Et quelquefois, il n'y a juste pas d'idée de le faire. Mais je pense qu'il y a aussi une pensée religieuse que lorsqu'on est dans le ministère, il faut travailler le ministère et tout ce qui est en dehors est charnel, est superficiel et on ne devrait même pas avoir envie de le faire. Et du coup, on parle de loisirs, on parle de flûte à bec et tout ça. Mais sincèrement, je pense que pour beaucoup de couples, il peut y avoir le désir de le faire, mais comme une espèce d'interdiction intérieure. Non, ça ne doit pas être bien de faire ça parce que c'est égoïste. Je crois dans une émission précédente, j'avais parlé qu'au début, j'avais ce genre de... Parce que en tant que célibataire, dans le ministère, c'était Jésus, c'était toute ma vie était autour de Jésus. Et quand je me suis mariée, tout d'un coup, qu'il fallait que je cuisine, que je fasse ma maison, que je fasse ceci, tout d'un coup, il y avait comme les petites catégories où c'était pas spirituel. Et c'était presque, je me sentais comme si j'étais dans le couple. T'étais rendue une femme rétrograde. Abandonné Jésus. Femme superficielle. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a parlé, Jésus, il m'a dit, Audrey, quand tu fais la vaisselle, quand tu te fais des petits plats pour ton mari, quand tu t'occupes de ta maison, quand tu fais ceci, ça te fait partie de ton ministère. Tu fais du ministère pour ton mari et ce ministère que tu fais à ton mari, c'est du ministère que tu me fais à moi, en fin de compte. Parce que j'avais l'impression d'abandonner presque ma relation avec le Seigneur. Je sais qu'à un moment donné, j'ai vu la même appréhension, enfin la même réaction que toi. Et puis, c'était dans une des lettres de l'apôtre Paul, mais j'ai plus la référence en tête, où il disait qu'elle soit attachée aux soins domestiques. Puis je me suis dit, dans le fond, c'est biblique. Alors allons-y, torchonnons dans la maison. Et je me sentais, et ça m'a vraiment libérée. Ça m'a libérée. Je me suis dit, c'est écrit. Oui. Et ça m'a vraiment. Aurélie n'est pas là pour nous le dire. J'ai plus cette impression de perte de temps. Mais la vérité vous rendra libre. Parce que c'est rien, mais c'était juste ce petit verset qu'elle soit attachée aux soins domestiques. Je me suis dit, allons-y, c'est biblique. L'apôtre Paul, j'ai la bénédiction de l'apôtre Paul, allons-y. Et donc, du coup, d'avoir la bénédiction de l'apôtre Paul pour faire le ménage, c'est aussi la bénédiction qu'on a de la part du Seigneur que de prendre soin de notre couple en passant ces moments-là de détente et de partage. C'est super important, oui. Et j'ai vu, une fois, tu n'as pas fait de la poterie aussi
avec ton mari? Oui, ben Ça, oui, c'est trop c'était trop. Je trouve que c'est important en tant que de garder notre identité dans le ministère. Et des fois, il y a ce faux concept que dans le ministère, les femmes deviennent un peu trop masculines. Et je crois que c'est important de garder notre féminité et d'être fière de notre féminité en tant que femme dans le ministère. Et moi, je vois, essayer d'être très créative dans mon couple. Je crois que c'était pour, je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour je crois que c'était pour mes 50 ans, c'est mon anniversaire. Et mon mari et moi, on a dit, on va passer du temps ensemble. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, tu vois, j'aimerais bien qu'on fasse de la poterie ensemble. Et alors, on a trouvé un endroit où et c'était super. J'imagine mon mari faire de la poterie. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Oui, tu vois, c'est chacun. Mais c'était un endroit où, il y a de la poterie, on n'avait pas du truc, c'était des faits tout faits, mais on allait peindre. C'était comme un plat ou des pots qu'on choisissait ce qu'on voulait et on le peignait ensemble. Et c'était super parce qu'on était assis ensemble, on a choisi les couleurs et on a peint c'était un plat, tous les deux ensemble. Et pendant qu'on les peignait, on parlait. Bah ouais, c'est bien. Et on a parlé de plein de choses, on a partagé plein de choses, on rigolait, on a peint. Et ça est resté comme un témoignage de cette journée. Et à la fin, il l'a retourné, il l'a signé derrière pour tes 50 ans, avec son nom. Et c'était super, je m'en sers toujours de ce plat que j'adore. C'est merveilleux parce que le jour où vous disputez, ça vous fait des choses à casser. Ah bah non, celui-là, je le casse pas, je le garde. Est-ce que peut-être, parce que comme je disais, il y a des gens qui manquent peut-être juste d'imagination, puisqu'ils ne sont jamais permis d'imaginer qu'ils pouvaient vivre ce genre de choses. Donc on va vous faire gagner quelques semaines, mois, pour passer directement à l'action. Donc il y a la poterie, il y a les couper du bois, il y a la flûte à bec. Bon, des choses peut-être un peu plus basiques. La randonnée, la marche. La randonnée, moi. Je sais pas, de la prendre un dégustation. café. Mais chacun, on a tous des différentes des jeux, affinités. C'est ça. Des jeux, oui, ça c'est cool. Des jeux de société, aussi, Ah ouais, les jeux de société. Jouer au golf, je sais pas moi. Non, mais des jouer au golf avec ton mari, toi? Non, on joue pas au golf, mais je pense qu'il y en a qui apprécient le golf. Aller faire des randonnées à vélo, des sports en trouver général, des choses qui vous plaisent, c'est ça. Des cours de cuisine. Je crois que c'est important cours de aussi. cuisine. En tant que de protéger, pour protéger le couple, c'est de ça qu'on parle aussi, parce qu'on peut être des fois tellement occupé dans le ministère, de trouver des moments de romantisme avec notre mari et de protéger ça. Et aujourd'hui, avec l'Internet, c'est tellement facile d'avoir des idées. Parce que des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Des fois, on peut être fatigué et on n'a pas d'imagination. Ben, vous savez, des fois, ce que je fais, je fais Pinterest ou des trucs et je trouve des idées, comment exprimer mon amour d'une manière avec mon mari. Mon mari, il n'y a pas longtemps, je vous donne des idées. Tu tapes ça sur Internet? Comment exprimer mon amour à mon mari? Ben non, par exemple, c'était pour la Valentin. Pour la Valentin, mesdames, vous pouvez me voler cette idée parce que je trouve que c'était super. J'avais trouvé comment faire quelque chose pour la Valentin, mon mari. J'avais 5 genres de cadeaux et c'était les 5 sens. Le toucher, le l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat. Oui. Et donc, j'avais trouvé 5 petits cadeaux qui lui plairaient pour ces 5 sens. Et donc, j'avais fait 5 petites boîtes. Et il y avait des petits cœurs qui disaient Louis en anglais, hein, puisqu'il ne comprend pas le français, l'odorat, tout ça. Et bon, pour l'odorat, j'avais mis une petite bouteille de parfum. Pour le toucher, j'avais mis comme une petite truc pour faire le massage, avec de l'huile de massage. Pour, plein de petits cadeaux comme ça, une CD pour les... Et donc, pour la Valentin, j'ai fait ça. Et vraiment, c'est comme si je lui avais décroché la lune. Et donc, c'est des idées qu'on doit prendre. Et on peut aller sur l'Internet et on peut trouver comment conserver le romantisme, l'amour, comment garder cette unité, parce qu'au fil des jours, des fois, c'est du jour en jour, les choses deviennent mondaines, deviennent un petit peu banales, mais c'est quelque chose, je crois, la chose qu'on doit travailler, qu'on doit conserver, qu'on doit... Et toutes ces choses-là, ça revient à un point, c'est qu'il faut absolument dans la semaine avoir un jour de break. Ah oui. Parce que, en tout cas, je connais plein de couples dans le ministère et nous, les premiers, où on a vraiment peiné à trouver du temps. Il faut se le permettre, Il faut s'obliger, s'obliger, se l'imposer. Il faut se l'imposer parce que sinon, on est
tout le temps, aura grignoter toujours de droite, quelque chose qui grignoter vient. de gauche. Il y en aura Toujours quelque du chose qui travail, vient. voilà, au ministère. Puis même des gens qui vont venir vous manger le temps que vous avez. Et même, il peut y avoir dans certains milieux d'église, même de la culpabilité à prendre un jour de congé. Moi, je sais que, je ne le dis pas pour me plaindre, mais pendant 9 ans, on n'a pas eu de jour de congé du tout. C'était 7 jours sur 7. Vraiment 7 jours sur 7. Il n'y avait pas. Ça, c'est la recette. Dans l'horaire, pour, c'est pour la catastrophe. Mais Ah avec ouais. le recul, je me dis, mais merci Seigneur de nous avoir gardés là-dedans. Parce que, Vraiment. et quand je dis pas de jour de congé, il n'y avait pas de vacances non plus. Ben Et on m'a voyons. expliqué à un moment donné, j'en ai parlé, puis on m'a expliqué que dans le mouvement d'église où on était, les vacances et les jours de congé n'étaient pas indus parce qu'on ne dépendait pas des règlements, des lois du travail, en tout cas bref. Donc on ne nous en donnait pas. C'était 7 jours sur 7 et 365 jours. Mais ça, c'est la recette pour la catastrophe, pour les couples, pour les enfants aussi, parce que les enfants ne voient pas leur père. Donc c'est vital, c'est pas du luxe, c'est pas superficiel, c'est pas charnel de se prendre un jour de congé. On est fait comme ça et Dieu s'est reposé le 7e jour et c'est vraiment important. Et puis Vraiment, quand on dit j'insiste, jour de c'est pas du congé, luxe. c'est qu'on prend des vacances du ministère, mais on ne prend pas des congés de Dieu. Il faut faire la nuance aussi parce que souvent on mélange Puis, ministère ça, on et ne jette Dieu. pas la Bible. Moi, je me dans le souviens, bain. la première église qui nous a donné un jour de congé, c'était le mercredi. On s'est dit, yeah, un jour de congé. Et puis, quelques semaines après le début de notre mission là, on nous a dit, le mercredi, il y a l'évangélisation des enfants à la Cité Nord. Donc, en fait, c'était un jour de congé, mais il y avait Pour faire encore autre chose. pour faire autre chose. Donc, quand je dis congé, c'est congé. Oui, c'est On ne met pas les pieds à l'église, on parle d'autre chose que l'église. On est avec nos enfants, avec Et notre des fois, femme. vous avez besoin d'aller quelque part. Et puis sortir, et puis on n'est pas. Sortir Et de- puis Et on ne prévenir personne qu'on est parti. Mais parce que c'est dramatique pour les familles, puis pour les couples, ça dure 10 ans, 15 ans, puis la 20e année. Et l'importance aussi d'avoir la sagesse de le faire, Ouais. c'est que servir le Seigneur, ça reste un privilège, ça reste un honneur et ça doit rester une joie. Puis quand ça Oui. devient un fardeau, parce que le ministère a gâché ma vie de famille, a volé ma femme, C'est a ça. volé mon Il y a mari, de la c'est qu'il y a frustration. eu un déséquilibre. Ouais. Or, servir le Seigneur, c'est une joie, c'est un privilège, c'est un honneur. Et puis on doit constamment être reconnaissant au Seigneur de nous avoir appelés et de lui dire je suis tellement contente de te servir. Mais après, c'est à nous d'avoir cette sagesse-là, de prendre soin de notre couple, de prendre soin de notre famille. On a dit, on ne cherche pas le ministère, à faire grandir notre ministère, mais je veux dire, on est tous intéressés pour que le ministère porte du fruit, mais c'est tout aussi important et encore plus important de s'arrêter et de dire au Seigneur, comment puis-je faire pour que mon couple soit prospère, pour que mon mariage soit prospère. Et ça, c'est pas charnel, c'est pas superficiel. Et ça, c'est l'appel de toutes les femmes, et y compris les femmes dans le ministère. Vraiment, ne vous faites pas voler votre mariage. Être marié, c'est une bénédiction. Être dans le ministère, c'est une bénédiction et c'est compatible. Alors, demandez juste la sagesse au Seigneur de vous diriger, de pouvoir organiser votre temps. Et ayez cette sagesse. Vous n'avez pas besoin d'une révélation, par contre, pour prendre ce jour de congé, pour prendre ces temps de repos, ces temps à part avec votre mari, parce que c'est bénéfique pour votre couple et on ne veut laisser aucune opportunité à l'ennemi de venir détruire les couples. Donc soyez sages et soyez intelligentes, mesdames, et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous parlerons des personnes qui ne reconnaissent pas le ministère de la femme. On verra comment réagir face à ce genre de discours, et c'est demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.